Aujourd'hui, je reçois Lorraine Valérie Rado. Elle est naturopathe et fondatrice de The French Sober. Elle accompagne ceux qui veulent repenser leur rapport à l'alcool. C'est un sujet qui nous parle particulièrement chez Brainologist. Et ce qui était important pour nous, c'est de venir justement expliquer ce que ça change en fait sur le sommeil, l'énergie et la clarté mentale. Bienvenue Lorraine. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Alors déjà, Alison, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Donc pour t'expliquer un petit peu, moi, j'ai fondé une méthode qui aide les personnes à réduire ou arrêter l'alcool et qui est sur 8 semaines. L'idée, c'est que c'est une démarche vraiment qui va être causaliste. Donc en fait, le sujet, c'est pas l'alcool, c'est tout ce qu'il y a autour. Okay. Et donc la notion, c'est vraiment d'aller comprendre, si tu veux, la cause de la cause et comprendre en fait le rapport émotionnel. Puisque finalement, si tu veux, dans une consommation, très souvent, elle va être automatique, elle va être ritualisée. Et l'important vraiment, c'est d'aller comprendre le pourquoi, la raison, la cause, qui peut être aussi bien l'ennui, qui peut être aussi bien le fait de sortir en société, d'avoir pris des habitudes. Et à partir de là, il va y avoir toute la question de l'hygiène aussi, okay, de l'alimentation, du sommeil, de la personnalité, de ce dont tu as envie de réussir dans la vie. Donc c'est pour ça que je dis souvent que c'est une démarche vraiment qui est holistique, causaliste. Trop bien. Est-ce qu'avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ce que tu proposes et comment tu accompagnes les gens, tu pourrais nous dire en fait c'est quoi ta relation à l'alcool? Et en fait la question de fond derrière ça, c'est est-ce que toi tu avais comme beaucoup de gens, j'ai l'impression, une sorte de consommation qu'on considère comme normale ou une consommation sociale, et est-ce que tu as eu à un moment dans ta vie justement un déclic, un événement qui t'est dit, où tu t'es dit là c'est trop, j'arrête? Comment ça t'est venu? Alors moi, je pense que pendant des années, je ne me suis absolument posé aucune question sur ma consommation d'alcool. Tout simplement parce que je sortais 3-4 fois par semaine, j'avais des dîners, des apéros, des soirées, donc je buvais de l'alcool. Mais tous mes amis faisaient la même chose. Ouais. Si tu veux, donc je me suis absolument pas posé de questions. De temps en temps, si tu veux, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu ce que j'appelle une détox. Où là, je me suis dit, donc, pendant un mois, je vais un peu me mettre au vert, je vais pas boire d'alcool. Sachant qu'à côté, j'ai toujours eu quand même globalement une alimentation assez saine. Je faisais du sport et donc oui, effectivement, il y avait cet alcool qui était là. Mais c'était un peu la balance de te dire, OK, il y a de l'alcool, mais il y a une hygiène de vie à côté. Donc pendant des années, je ne me suis posé aucune question. Et c'était un peu, tu vois, back and forth, tu vois, d'être dans une conso, d'arrêter. Et en fait, je pense que le déclic, enfin pas le déclic, on va dire que quand je suis partie à Rome, je suis partie donc 4 mois vivre à Rome. Okay. Donc j'ai adoré l'expérience et si tu veux, voilà, les Romains sont c'est très jovial, il se passe énormément de choses. On dit souvent d'ailleurs que les Italiens sont des Français heureux. Okay. Et donc là, pareil, tu as une place de l'alcool qui est présente tout le temps. Tu vois, tu as le spritz, tu as le Chianti, tout ça c'est baigné aussi dans la culture italienne. Donc, si tu veux, j'avais une consommation qui était présente, voire plus régulière qu'à Paris parce que j'étais en Italie. Donc, tu as un peu ce truc où tu te dis, non, en plus, je suis en Italie, je vais pas me priver. Oui, exactement, que c'est exceptionnel dans ma vie, j'en profite. Oui, et l'alcool est toujours associé à un plaisir. Donc, si tu dis, attends, c'est pas maintenant que je vais réduire ma conso. Tout à fait. Mais quand je suis rentrée à Paris, si tu veux, j'ai senti que j'étais fatiguée. J'ai senti que qu'il y avait une fatigue et je savais que c'était dû à l'alcool puisque j'avais pris un rythme qui était un peu plus conséquent. Je suis rentrée à Paris, c'était les fêtes de Noël, donc autant te dire que le rythme a continué. Et le 31, donc le soir du Nouvel An, donc j'ai bu de l'alcool, et là, j'ai eu une énorme cuite, mais comme j'avais déjà eu, tu vois, avant. Mais cette fois-ci, je me suis dit, attends, là, ça tombait, tu sais, au moment du Dry January. Je me suis dit, je vais vraiment faire un dry, mais cette fois-ci, j'ai décidé de le faire différemment. Donc, le déclic, il a été par l'accumulation, et je pense que le paroxysme, ça a été en Italie, à Rome, me dire, mais en fait, c'est partout, tout le temps, l'alcool. Ouais. Il y a eu effectivement, factuellement, cette cuite. Et là, j'ai décidé de faire un dry, mais j'en avais déjà fait avant, mais j'ai décidé justement de me dire, mais est-ce que j'envisage une soirée de sortir, si tu veux, sans alcool ? Ouais, c'est une vraie question. Hein. Et en fait, la réponse, je me suis dit, non. Parce que ça me paraît chiant, ça me paraît être une privation. Et donc, c'est là que le travail de s'interroger sur son rapport à l'alcool, et c'est là où j'ai commencé à comprendre le rapport émotionnel. Finalement, c'est pas le combien tu bois, mais plutôt, tu vois, le pourquoi tu bois. Tu penses qu'avec ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui t'a amené à en être là aujourd'hui ? C'est-à-dire que pour toi, finalement, tu le disais tout à l'heure, c'est une sensation de privation si on ne prend pas d'alcool, notamment le côté social, quand on sort, quand on rejoint des amis. Pour toi, c'était quoi ? C'était quelque chose assimilé finalement à de la détente, à de la récompense, à de la confiance, de la décompression ? Qu'est-ce que c'était en fait ? Est-ce que ça peut être plusieurs choses d'ailleurs, pas forcément un seul choix ?
Moi, je crois aussi qu'on est éduqué avec de l'alcool. En France, tu veux dire, Ouais. ou même dans d'autres pays du monde? En tout cas, moi, je suis française. Et pour te dire que finalement, quand tu commences à sortir, tu vois, avec mes copines, quand j'ai commencé à sortir, à faire des apéros ou les premières boîtes que tu fais, Ouais. t'as de l'alcool. Ou une conso offerte avec l'entrée, oui. Tu vois ce que je veux dire? Même pour les Ouais, nanas. c'est- En général, ça va être Exactement, gratuit pour pour les les filles, Tout à open fait. bar. Donc, il y a cette culture autour de l'alcool Tout à fait. où tu as les soirées qui sont associées donc, à l'alcool, donc au plaisir. Donc, avant même d'avoir un rapport émotionnel qui va se créer avec l'alcool, c'est un modèle, c'est le seul modèle, entre guillemets, qu'on t'expose. Donc, finalement, moi, j'ai appris à sortir, à aller en boîte, à m'amuser avec mes potes, avec de l'alcool. Tout à fait, moi aussi. Hein. Non, mais comme tu vois- beaucoup, oui, bien sûr. Ouais. C'est vraiment, entre guillemets, pas le passage obligé, mais c'est vraiment ce qu'on nous présente. Donc, on n'a pas appris à rigoler sans alcool, même à draguer sans alcool, à passer des bons moments, tu vois, avec des gens sans alcool. Donc, finalement, au début, c'est du mimétisme. Et baigné aussi par les films, les séries, j'en parle souvent, tu vois, Sex and Ouais. the City, tout ça. C'est des modèles qui sont glorifiés, qui sont, Oui, tout à fait, ouais. tu vois, très dans le pouvoir aussi. On montre jamais, tu vois, l'envers du décor de l'alcool, de tous les effets Non, on montre que négatifs. le beau côté, ouais. Donc, si tu associes à ça. Et ensuite, quand tu t'interroges, parce que c'est pas forcément inné. Moi, quand je pose la question à certaines personnes, elles me disent, mais c'est que ça veut dire quoi le rapport émotionnel à l'alcool, tu vois? C'est vraiment, qu'est-ce que tu viens chercher dans l'alcool? Et très souvent, on vient pas chercher le goût, on vient chercher la détente, on vient chercher Ouais, plein de choses. exactement. Et c'est lié aussi à la personnalité. C'est-à-dire que si tu me poses la question, moi, je buvais de l'alcool parce que j'allais en soirée et ça me donnait, entre guillemets, du courage pour danser, m'amuser, aller draguer, avoir plus confiance en moi. Tu vois, Ouais. quand j'arrive en soirée, en général, j'étais toujours un peu stressée. Même avant d'aller en soirée, parfois, je me prenais juste un petit verre de blanc avant d'y aller pour me donner un petit peu de courage parce que, en fait, je vais rencontrer des gens que je connais pas non plus, donc je suis pas méga à l'aise. Donc, il y a toute cette dynamique. Ensuite, tu peux avoir d'autres dynamiques. Par exemple, si tu as une journée de taf, tu es fatigué, tu as besoin de décompresser. Moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer, de me servir un petit verre de vin pour me Ouais, détendre. Et donc, c'est toutes ces choses-là que tu dis, OK, de vraiment, si tu veux, dézoomer un petit peu et te dire, OK, quand je sors, que je bois de l'alcool, c'est parce que peut y avoir de l'anxiété sociale, parce que les autres aussi peuvent être mal à l'aise en société. Si tu regardes un petit peu, parfois, il y a une espèce de Bien malaise. sûr, ouais. Et les gens donc, vont boire de l'alcool. Moi, dans mon cas, en effet, je pense que c'était aussi des émotions trop fortes. Tu vois, quand il y avait trop de stress, trop d'angoisse, mon premier réflexe, c'est de me dire, bon, viens, je vais prendre un verre. Et l'idée, c'est même pas de se dire, je vais prendre un verre chez moi toute seule. C'est que j'appelle une copine, Oui, bah oui. la bonne copine à qui tu vas parler, et tu vas prendre ton verre parce qu'en fait, il y a eu trop de choses, trop d'émotions, et on traverse tous des moments plus ou moins compliqués dans la vie, peu importe, c'est notre réception qu'on en fait. Moi, je sais que j'ai une tendance à être assez facilement anxieuse et stressée. Donc ça venait jouer ce rôle-là, même aussi de régulateur émotionnel. Tu dirais que l'arrêt de l'alcool, ça a changé quoi dans ta vie? Oula. Peut-être beaucoup de choses, mais les choses, on va dire, les plus impactantes d'un point de vue sur la personne que tu es, on va dire, au quotidien. Alors moi, je pense que et c'est ce que je partage assez souvent, la chose la plus impactante pour moi, ça a été vraiment sur mes émotions. C'est-à-dire que je pensais ne pas pouvoir gérer mes émotions sans alcool. Si tu veux, dans des périodes, je sais pas, de stress intense, de rupture, l'alcool était présent. Alors pas au centre de ma vie, si tu veux, j'ai jamais bu le matin ou le midi ni quoi que ce soit. Mais je savais très bien que le soir, j'allais retrouver mes copines et que c'était un peu un pansement. C'était quelque chose qui me permettait, si tu veux, pour moi, de mieux gérer le trop-plein émotionnel. Ok. Ce qui faisait son taf. Sur le moment, ça fait le taf. Oui, ouais. Tu vois. Sauf que le lendemain, t'as une édition à payer, tu vois. Et en fait, ça crée un cercle aussi vicieux avec l'alcool, puisqu'en fait, le lendemain, t'as encore plus de stress, t'as un pic de cortisol, on en reparlera après si tu veux. Et du coup, tu rentres dans ce mécanisme-là. Et ça devient pour ton cerveau une habitude. Il y a une émotion qui est très forte. Bam, petit verre d'alcool. Là où, quand il y a eu cet arrêt de l'alcool, pour t'expliquer que je n'avais pas prévu, hein, moi, je me suis pas dit, c'est bon, c'est terminé, j'arrête l'alcool. Ça s'est fait progressivement, où je me suis rendu compte des effets. Et un des effets les plus forts, ça a été de me dire, mais en fait, je suis capable d'accueillir mes émotions sans partir en vrille. Alors qu'avant, je pensais que c'était pas le cas. Et surtout, je gère beaucoup mieux et j'ai beaucoup moins de up and down émotionnel. Parce que ça peut faire un peu peur. Quand tu me dis ça, je pense que pour beaucoup d'entre nous, soit à certains moments de notre vie, soit quasiment dans toute notre vie, on peut se sentir comme ça, voilà, très sensible. Alors c'est comme tu dis, c'est up and down, ou des moments où justement on a du mal à affronter ses problèmes et on dit ça comme si c'était un problème. Attention, c'est pas un problème du tout, mais justement ça peut faire un peu peur. Justement, comme tu dis, l'alcool fait comme un pansement. Il y a un côté lien social quand on voit ses amis qu'on apprécie, avec qui on peut échanger sur comment on se sent. Comment passer justement au-delà de ça? C'est dur, je trouve. Enfin, ça peut être dur, ça peut faire peur. Ça peut être dur, ça peut faire peur, mais encore une fois, c'est de l'appréhension. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier, et je le dis tout le temps ça aux personnes dans mon programme, l'appréhension est toujours pire que la réalité. Et les personnes, tu vois, que j'accompagne me disent toujours, mais en fait, c'est plus simple que ce que j'imaginais. Et en fait,
Quand tu me donnes cet exemple-là, la question que j'ai envie de te poser, ok, mais est-ce que tu as déjà testé? Alors, moi, oui. Tu vois? Moi, oui, moi, je suis convaincue. Après, je ne suis pas sobre non plus. Et c'est pour ça que je le dis. Je pense que des fois, je me dis pour les moments où dans ma vie, ça allait vraiment très mal, j'avais ce que tu dis, soit ce côté un peu anxiété sociale, où en fait, soit je ne sortais pas, et j'étais plutôt chez moi, on va dire, à me morfondre. C'est peut-être pas le bon mot, mais voilà. Et par contre, si je sortais, c'était pour avoir un peu, moi, ce côté euphorique, ce côté, comme tu disais, ces mots plaisir, détente, relaxation, se sentir à l'aise, voilà, de sortir. C'est ça que je recherchais, en fait. Et c'était plutôt une sorte de libération des émotions, de plus trop y penser. Mais comme tu l'as très bien dit, comme un pansement. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, justement, sur quels sont les effets, en fait, qui vont être les plus banalisés, en fait, de cette prise d'alcool dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça vient changer, en fait, sur notre capacité à réfléchir? On a parlé là de filtrer les émotions, ou pas d'ailleurs, mais aussi à décider au quotidien et à nous réguler d'un point de vue émotionnel. Là, je pense par exemple à peut-être des impacts sur le sommeil, le brouillard mental, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Alors, beaucoup de choses. Alison, beaucoup de choses. Enfin, en fait, si tu veux, pour moi, le bonheur, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais le bonheur est chimique. Si tu veux, c'est... de façon, oui. De certaine façon, tu vois, avec l'équilibre des différents neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, le GABA, glutamate, tout ça. Ce qu'il faut savoir avec l'alcool, et on en parle pas assez, c'est que l'alcool va vraiment mettre un bordel sans nom dans nos neurotransmetteurs et dans nos hormones. C'est bien dit, j'aime bien. Mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je schématise. Quand on va boire de l'alcool, il va y avoir une hausse de la dopamine. La dopamine, en gros, c'est le plaisir. On adore. Va y avoir une baisse du glutamate, qui est le neurotransmetteur, donc excitateur. D'où cet effet un petit peu relâchement. Et une hausse du GABA. Le GABA, c'est le neurotransmetteur qui va être calmant. Ouais, qui nous inhibe. Ouais. Voilà, qui nous inhibe. Donc c'est à ce côté, détente, on est bien. Donc il se passe tout ça. 1 verre, 2 verres, 3 verres, parce qu'on en veut plus, tu vois, avec de la dopamine, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? En général, le prêt à payer, c'est le lendemain. Alors déjà, dans un premier temps, va y avoir le sommeil. Il faut savoir que quand tu bois de l'alcool, et ce, dès le premier verre, va y avoir vraiment une réduction énorme du sommeil paradoxal, qui est du coup la phase du sommeil, où tu régules tes émotions, où tu récupères émotionnellement. Ouais. Donc ça, tu la bousilles totale. Donc le lendemain, tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, les neurotransmetteurs sont en train d'essayer de se réguler. Tu as une baisse de la dopamine, donc c'est un peu le crash. Donc tu es là, genre c'est un peu le côté down, tu sais. En général, le lendemain d'une gueule de bois, t'es pas très bien. Tu es un peu down, tu te sens pas super bien. Et tu vas avoir une hausse du cortisol. Donc le cortisol, donc c'est l'hormone du stress, qui en soi est bonne, mais quand effectivement il y a des trop gros pics, ça stresse l'organisme. Donc, si tu veux, dans cette dynamique-là, déjà le lendemain, t'es perdant. Il faut aussi savoir que quand tu dors mal, il y a une partie de ton cerveau qui est donc l'amygdale, qui va répondre 60% plus. C'est-à-dire que l'amygdale, c'est vraiment la partie de ton cerveau qui va être vraiment dans l'instinct un peu de survie, tout ce qui est les déclencheurs automatiques, tout ce qui est les envies de sucre, la peur, les choses comme ça. Donc, si tu veux, tu vas être beaucoup moins dans une phase de pouvoir réfléchir avec ton lobe préfrontal, qui est un peu le CEO de ton cerveau, tu vois, de prendre des décisions. Mais c'est l'amygdale qui va le prendre dessus. Donc, le lendemain, si tu veux, émotionnellement, donc déjà, rien que ça joue énormément sur ton taf, ta productivité. Imagine, je sais pas, il y a une mauvaise nouvelle ou tu es en train de gérer quelque chose qui est un peu conflictuel. T'es pas au maximum de tes capacités. Donc forcément que ça impacte énormément. Et ça va impacter, après, on peut en parler, mais il y a plein d'autres choses. Ça va impacter aussi le microbiote intestinal. Ce sont les petites bactéries là, dans tes intestins. Ça va justement créer une dysbiose aussi, un déséquilibre. Il faut savoir aussi que la sérotonine, elle est produite dans les intestins. Donc tout est lié. Globalement, il n'y a rien de positif qui va se passer le lendemain. Alors, tout le monde le fait, donc il y a un effet effectivement d'ivresse qui est sympa sur le moment. Mais en tout cas, le lendemain, il y a énormément de choses, et notamment sur les émotions. Pour moi, c'est majeur. Bien sûr, on parle beaucoup, tu vois, des risques de cancer avec l'alcool ou des choses comme ça. C'est la 2e cause de mortalité après le tabac. Mais bon, concrètement, quand tu bois un verre de vin, t'es pas en train de penser à ton cancer ou quoi que ce soit. Déjà, juste, le plus important, c'est aussi comment est-ce que tu te sens le mieux, même en termes de confiance, tu vois. Tout à fait, oui. Bon, l'alcool, pour moi, c'est une des premières choses, bien avant... entre guillemets, faire le pilate, prendre des compléments ou quoi que ce soit, c'est vraiment de reconsidérer, tu vois, sa consommation d'alcool. Ouais. Et son rapport, comme tu disais, à l'alcool, quand est-ce qu'on consomme et pourquoi, comme tu le disais. Ouais. Et encore une fois, je suis pas, tu vois, une ayatollah du sans-alcool et de dire à tout le monde faut absolument arrêter. Je dis juste qu'il y a beaucoup de verres automatiques dont on se rend pas forcément compte, qui vont parfois représenter 60% d'une consommation. Si ceux-là, tu arrives à les virer et ensuite vraiment choisir tes moments, conscientiser, là, la démarche, elle est aussi différente. Tout à fait.
J'aimerais qu'on aborde aussi ce sujet en fait de l'alcool en fait chez les femmes, parce qu'on est toutes les deux des femmes sans surprise. À ton avis, en tant que femme et avec ce que tu portes comme valeur en fait, pourquoi tu penses que c'est un sujet important justement de ce sujet de la femme et de l'alcool et de son rapport à l'alcool? Alors, il y a deux choses. Déjà, il faut savoir que les femmes et les hommes ne gèrent pas l'alcool de la même manière, hein. Donc, D'accord. les femmes ont plus de graisse, moins d'eau dans le corps, et il y a une enzyme qui s'appelle l'enzyme alcool déshydrogénase, qui, elle, métabolise l'éthanol. Chez les femmes, il y en a moins. Okay. Donc, de base, Donc, la femme va moins gérer l'alcool que les hommes. Ensuite, moi, je parle d'un point de vue, on va dire, plus personnel et émotionnel. J'accompagne à la fois des hommes et des femmes. Okay. Je vois bien que c'est pas la même chose dans le rapport à l'alcool. C'est-à-dire que pour les femmes, il y a réellement, je trouve, une pression qu'elles se mettent. Tu vois, que ce soit des femmes qui sont entrepreneurs ou CEO, ou enfin, peu importe. Ce sont des femmes qui travaillent, qui ont des enfants, une famille. Il y a énormément de pression. Et en fait, je vois très bien que l'alcool vient jouer, si tu veux, ce rôle de « c'est mon moment à moi, j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de décompresser ». Et en fait, tout le sujet ici, pour moi, il n'est pas sur l'alcool. Oui, il est sur ce qu'on tu mets autour, en fait, ou ce que tu pourrais mettre à la place. Il est surtout sur apprendre aux gens, finalement, à s'accepter, à s'aimer, donner plus de confiance aux femmes. Il y a vraiment tout un travail autour de l'identité. Qu'est-ce que je m'inflige ? Tu vois, il y a vraiment cette dynamique-là, et je le vois vraiment dans le sujet entre les hommes et les femmes. Il y a beaucoup moins de pression au niveau des hommes. C'est quelque chose moins de questions aussi. Oui, et je pense aussi que même la femme dans la société aujourd'hui, elle doit porter énormément de choses. Elle doit bien vieillir, hein, attention, pas trop vieillir, pas trop de rides. Ouais. Bon, faut qu'elle fasse du botox, mais si ça se voit, en fait, c'est pas bien les critiquer aussi. Enfin, tu vois, il y a une pression sur l'âge qui est terrible. Et on y est encore, hein, on va pas se mentir. Sur son rôle de mère, elle doit être une bonne mère. Ouais, présente, mais en même temps, elle doit taffer aussi. Ouais. D'être une bonne épouse pour son mari. Enfin, il y a énormément de rôles là-dessus. Et je vois qu'il y a une énorme pression autour de ça et que très souvent, la solution, c'est « Ok, je me prends mon verre pour décompresser ». Donc, j'ai de plus en plus de femmes qui me disent « En fait, moi, clairement, Lorraine, je rentre le soir et je me prends 1 ou 2 ou 3 verres. Parce que c'est ma manière de décompresser aujourd'hui. » Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, parce que je suis Si, très bien. Là, je vais te parler un petit peu de mon cas. Moi, c'est vrai que j'ai eu un rapport à l'alcool au final où je me suis un peu posé ces questions lorsque je suis tombée enceinte. Donc forcément, on arrête totalement l'alcool. Et ensuite, j'ai continué puisque j'ai allaité pendant vraiment assez longtemps. Du coup, pas du tout d'alcool. Et c'est vrai que j'avais un peu cette sensation finalement que pour mes amis autour de moi, qui étaient entre 30 et 35 ans, qui n'avaient pas forcément encore eu leur premier enfant, leur dire non, moi finalement, j'essaie de pas continuer puisque j'allaite, etc. Et comme tu disais, je reconsidérais mon rapport à l'alcool, notamment d'un point de vue social, quand on sort en soirée. Et j'avais cette sensation, en fait, que pour ces femmes de mon âge, en fait, qu'on digérait aussi, le mot digérer, vraiment, je le sélectionne, on digérait moins bien l'alcool que plus jeune. C'est-à-dire qu'à 20-25 ans, alors déjà, je me posais aussi moins de questions, je pense, sur ma santé. J'avais l'impression d'avoir une santé qui pétait le feu. Mais aussi, j'ai l'impression que plus on vieillit et plus on reconsidère son rapport à l'alcool parce qu'on a cette sensation de vouloir bien vieillir et de le sentir en plus le lendemain. On parlait tout à l'heure de l'impact sur le côté performant le lendemain, de comment on sent, de la régulation émotionnelle, mais je trouve qu'on le ressent également dans le corps, dans les muscles, dans certaines raideurs qu'on peut avoir le lendemain. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as observé justement dans ton accompagnement? Est-ce qu'il y a une certaine connexion finalement à l'âge et à la récupération? Ou alors tu trouves que justement, ce comportement post-alcool, finalement, c'est souvent les mêmes comportements qu'on observe qu'importe l'âge? Non, il y a un vrai sujet autour justement de l'âge, c'est-à-dire qu'entre, on va dire, 20 et 30 ans... Voilà, ça va sortir beaucoup, on récupère assez facilement, on peut aller taffer le lendemain. Ouais. Et puis même, on va dire plutôt vers 30-35 ans, tout d'un coup, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile. Déjà aussi, c'est lié à cette habitude. En fait, c'est des habitudes qu'on a depuis 10-15 ans. Donc au bout d'un moment, le corps, il fatigue, parce que mine de rien, c'est le foie qui va gérer tout ça. Et un foie, ça se fatigue. Et potentiellement, ce qu'on remarque, c'est que doucement mais sûrement, la consommation d'alcool augmente petit à petit. Okay. Tu vois, d'année en année. En général, au début, c'était non, je bois que le week-end. Puis après, ça va manger sur le jeudi soir. Et puis ensuite, ça va manger sur un dîner le mardi soir. Et aussi, donc il y a tout cet aspect autour du foie qui va aussi commencer un petit peu à fatiguer. Et puis, il y a aussi, je pense, autour de la, on va dire, périménopause ou choses comme ça, où il y a aussi tout le changement hormonal. Tu vois, avec l'instabilité des œstrogènes, la baisse de la progestérone. Et on en a parlé tout à l'heure par rapport à tout le changement hormonal que va aussi impacter l'alcool au niveau du cortisol, du glutamate, du GABA, de la dopamine. Je pense qu'effectivement, plus on avance en âge, plus la récupération, elle va être compliquée. Ouais. Et d'autant plus aujourd'hui, on est quand même dans une société où on ne parle, j'entends le mot biohacking, longévité toute la journée. Ouais.
Mais je trouve que très peu de personnes réellement parlent. En fait, à partir du moment où on veut optimiser sa santé, il faut aussi se demander est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on est capable de retirer ce qui nous fait du mal. Parce que, tout à fait. Tu vois, ajouter des choses, bon, oui, c'est bien, mais... why not, c'est pas mal. Mais en fait, le plus grand avantage, ce serait vraiment de, en tout cas, réduire l'alcool. Pour moi, c'est la première chose, tu vois, à faire. Et d'autant plus, quand tu parlais justement de ce côté 35 ans ou après une grossesse, effectivement, il y a eu des changements dans le corps. L'alcool, ça va déshydrater, ça crée de l'inflammation. Enfin, tu vois, clairement, ça fout le feu, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Enfin, globalement, c'est non, quoi, tu vois. Ouais, c'est bien dit. Est-ce que tu as observé en fait des changements pour des personnes qui avaient justement des changements hormonaux, beaucoup de stress ou une charge mentale, que justement ces effets de l'alcool ils étaient encore plus visibles? Alors moi déjà je l'ai vécu sur moi très clairement et je le vois chez plein de mes clientes. Il y a une charge mentale parce que encore une fois c'est toujours à partir du moment où il y a une consommation d'alcool, c'est parce qu'il y a aussi une charge mentale qui est présente et qu'on essaye de faire tomber. Et on se rend compte qu'avec vraiment la mise à distance de l'alcool, il y a un rééquilibrage qui se fait aussi du système nerveux. C'est aussi une nouvelle façon de gérer la dopamine. Ouais. Très souvent, j'ai des personnes qui boivent beaucoup d'alcool. Potentiellement, elles vont boire beaucoup de café. Potentiellement, elles vont pas forcément petit-déj le matin. Elles vont scroller sur Insta. C'est dopamine rapide, tout ça. Ouais. L'idée aussi, c'est de venir réguler avec « Ok, on se réveille le matin, on prend juste 10 minutes pour soi. Qu'est-ce qu'on fait? On boit un verre d'eau. La nuit, le corps se déshydrate. On boit de l'eau. » On peut faire un petit étirement, quelque chose déjà pour soi, commencer la journée différemment que prendre son tel et être directement agressé par, tu vois, toutes les informations. Petit-déj protéiné. Tu vois, c'est par les petites actions qu'on va recréer finalement son rapport à la dopamine. C'est des choses très simples, tu vois. Mais encore faut-il vouloir les mettre en place. Et quand tu vois que ça porte ses fruits, et tu vois, juste avant de venir, j'avais un coaching de groupe et on parlait de ça justement. J'ai une personne qui a arrêté de boire là depuis 3 semaines. Elle est à fond dans son taf et elle me dit « J'ai une énergie comme j'ai jamais eu ». Mais parce qu'en fait, c'est un mix de choses, tu vois, qu'elle met en place. Et en fait, ça change ta manière de percevoir aussi la vie. T'es beaucoup plus acteur, t'es beaucoup plus dans la recherche de plaisir, de la joie, parce que c'est aussi le but de la vie, tu vois, c'est kiffer. Enfin, moi, il n'y a pas un monde où, si tu veux, si j'avais ressenti de la frustration, je me serais dit, je vais reboire de l'alcool, tu vois. Ça n'est pas arrivé et je sais que ma vision de la vie a totalement changé. Dans ma manière, si tu veux, de m'autoriser, de passer des vrais moments... même passer des moments, tu vois, avec des amis le soir sans alcool, c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, bah ouais, t'es plus présent. Hein. T'es plus présent, tu te rends compte finalement que les gens ne s'écoutent pas vraiment quand ils parlent. Tu vois. Donc c'est aussi une manière de voir aussi ta vie qui va complètement changer. Mais j'aime beaucoup ton approche parce qu'au final, c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, c'était un sujet sur l'alcool, mais ce que tu démontres et par ton accompagnement et par qui tu es, c'est qu'au final, là, on parle de ce sujet de l'alcool, mais en fait, il y a aussi tout ce qu'on met autour dans notre façon de vivre, nos modes de vie. On parlait des réseaux, forcément, de la sollicitation, de la pression au travail. Tout ça, ça a un impact. L'alcool, on ne peut pas le prendre ou l'extraire, on va dire, tout seul. En fait, il faut vraiment regarder ça dans sa globalité. Bah surtout que si tu fais que ça, si effectivement, et c'est ce que font les gens en général quand ils arrivent et qu'ils me voient, ils me parlent que d'alcool et je dois juste retirer ça. Mais non, c'est pas ça. Et effectivement, quand les personnes vont focus uniquement sur je dois réduire, je dois arrêter, injonction, ça fonctionne pas. Ouais. Parce que finalement, il n'y a pas de sens derrière. C'est uniquement lié à la frustration, à la privation. Tout à fait, ouais. D'où effectivement cette méthode et cette proposition, tu vois, de voir complètement les choses différemment. Et c'est très lié, encore une fois, à l'identité, à qui tu es, qui tu veux devenir. On va finir sur quels sont tes conseils. J'ai préparé des petites questions que je pense beaucoup d'auditeurs, si vous êtes intéressés, comme nous, justement, à réduire votre consommation d'alcool. Ma première question, c'était quels sont les conseils que tu vas donner pour ceux qui souhaiteraient diminuer leur consommation? Alors, le conseil que je donnerais, encore une fois, c'est de conscientiser, d'essayer de comprendre le pourquoi ils vont boire de l'alcool. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire en situation. À la prochaine soirée où vous allez prendre de l'alcool, parce que très souvent, c'est des automatismes. On ne se pose même plus la question de savoir si on a envie de ce verre ou pas. C'est de se dire, OK, là, pourquoi je bois ce verre-là? Encore une fois, au-delà du goût. Moi, j'aimais le champagne, j'aimais le sprit, tout ça, bien évidemment. Mais en vrai, c'était pas pour ça que je buvais, tu vois. Et donc, c'est intéressant de se dire, OK, là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et même tester, tu vois, de se dire, OK, dans 20 minutes, une demi-heure, je prends un verre, mais je teste déjà là, de voir comment je me ressens. Tu vois, donc la première chose, c'est de comprendre ton pourquoi. Et derrière aussi, c'est de se dire, tu sais, je dis souvent cette phrase, l'alcool est un frein, la sobriété un accélérateur. Et quand je dis la sobriété, ça peut être une période donnée, tu vois, on parle pas sur le plus jamais, pas du tout, c'est pas la dynamique. Mais de se dire, si à un moment de ma vie, je décide de mettre l'alcool à distance, qu'est-ce que ça va venir servir dans ma vie? Ok, j'ai envie de performer dans mon taf, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de perdre 4 kilos, j'ai envie de me remettre au piano, j'ai envie de me remettre à l'anglais.
Tu vois, le vrai pourquoi, il va être là. Ça va être, je mets l'alcool à distance, je me focus sur un projet qui me tient à cœur, qui m'apporte de la joie, et on voit ce qui se passe. Moi, je trouve que l'une des choses les plus difficiles, encore toujours dans ce point de vue social, c'est quand on sort, finalement, l'option, notamment dans les bars et les restaurants, des boissons sans alcool, il est souvent quand même assez restreint, ou alors on tombe dans les sodas, et du coup, quand on n'a pas trop l'habitude de boire du soda, c'est quand même super sucré. Et typiquement, on parlait d'une soirée, si c'est une soirée avec des amis, très vite, tu t'arrêtes pas à un verre. On l'a dit, c'est un verre, 2 verres, 3 verres. Et donc, un verre de soda, ça passe, mais 2, 3, 4 verres de soda, bon... ça passe pas forcément. Du coup, ma question... méga sucré. Bah, j'en parle même pas. Mais c'était vraiment même en termes de goût, parce qu'on parle de cet aspect de goût. Toi, pour toi, c'est quoi tes boissons sans alcool préférées ? Et juste, je te coupe, fais une petite aparté parce que donc, un soir, donc, j'étais sortie et donc je ne prends pas d'alcool et j'avais bu 3-4 mocktails. Et en fait, je m'étais réveillée le lendemain comme en gueule de bois parce que je pense qu'il y avait beaucoup trop de sucre. Et du coup, ça a été un calvaire. Et vraiment, je me suis dit, mais attends, je bois même plus d'alcool et j'ai une gueule de bois là. Donc oui, attention aux mocktails qui sont beaucoup trop sucrés parce que c'est vraiment... L'idée, c'est pas non plus de remplacer par un truc qui est pas forcément top. Alors, faut savoir, quand on va aussi dans les bars, tu peux demander une version sans alcool. Maintenant, c'est de plus en plus dans les cartes quand même. Tu as toujours une petite sélection, je le vois de plus en plus. C'est vrai. Forcément, je regarde. Et tu peux aussi aller voir le barman et lui dire, voilà, moi j'aime tel type d'alcool, entre guillemets, ou tel type de cocktail. Qu'est-ce que tu pourrais me faire en version désalcoolisée ? Donc déjà, ça peut être un premier pas. Ensuite, dans les boissons sans alcool, alors tout dépend. Tu vois, des boissons qui sont à l'origine sans alcool ou des vins désalcoolisés. Pour les boissons sans alcool, alors moi j'aime bien le kombucha en particulier, que je trouve vraiment délicieux, c'est le kombucha coco, donc K-O-K-O. Ensuite, il y a des vins désalcoolisés. Alors, encore une fois, attention, alors beaucoup de personnes font l'expérience d'aller dans des supermarchés, ils testent un vin désalcoolisé, en général un vin rouge désalcoolisé, c'est pas toujours très qui bon, est dégueulasse, on va pas se mentir. Donc, faut pas rester sur cette première idée. Il y a plein de très bons vins. Alors, je recommande toujours d'aller plutôt vers du vin blanc ou du vin rosé. En dernier recours, le rouge, qui en général est quand même moins bon. Et ils font des vins aujourd'hui, je pense au Divin, la marque Divin, le Sauvignon blanc, qui est quasiment pas sucré, que je trouve vraiment très bon. Et dans cette expérience-là, c'est vrai que souvent les personnes sont déçues, donc n'y retournent pas. Et il y a un site, il y a une personne qui a créé un site internet qui s'appelle Sobrissime. Et il faut savoir que c'est c'est une œnologue qui justement a fait toute une sélection avec des critères bien précis en fonction du goût. Et également en fonction des additifs. Tu sais que parfois, ils peuvent rajouter des choses qui sont pas ouf. Et donc là, eux, ils font un tri. Donc en fait, dès que tu vas sur ce site-là pour commander, en général, tu es sûr de pas te tromper. Donc c'est une belle découverte parce que c'est un peu un expert qui va justement te donner une sélection de vins qui ont été validés. Il y a aussi une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Sober Spirit, qui, eux, vont faire des spiritueux sans alcool. Donc, tu as du rhum sans alcool, du gin. Tu as aussi du spritz sans alcool. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme marque ? Il y a aussi French Bloom. French Bloom, dernièrement, ils ont sorti un champagne ou vin blanc totalement sans sucre aussi. Effectivement, de temps en temps, c'est aussi agréable, tu vois, de choisir différemment. Tu vois, de se dire, voilà, je vais me prendre parce que les boissons sans alcool ne sont pas chères. Hein. Oui, c'est ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, tu as des prix, tu as des bouteilles qui peuvent aller entre 8 et 25, 30 euros, voire plus. Mais encore une fois, je trouve que la démarche, elle est différente. Tu vois, c'est vraiment aussi un produit qui peut être délicieux. Et tu te dis, voilà, je vais me faire plaisir ce week-end-là, je vais m'offrir ça. Donc je dirais ça, à peu près. Et enfin, moi, j'avais une dernière question pour toi que je trouve parfois un peu difficile, notamment quand on est mal à l'aise. C'est qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui nous disent « T'es chiante, t'arrêtes de boire ». Alors, moi, personnellement, c'est une question que j'ai jamais eue parce que je ne suis pas chiante, Alison. Non, je dis ça. En fait, peu importe ce qu'on va être... Enfin, tu vois, ça peut être « Ah, t'es chiante » ou ça peut être « Ah bon, mais t'es malade ». Enfin, tu vois, c'est des questions comme ça. Ah bon, t'es enceinte ? Voilà. Et la première... le premier chose à se dire, c'est vraiment qu'est-ce que ça dit de cette personne ? En fait, cette personne parle d'elle. C'est très miroir, finalement. Parce que c'est un sujet qui est... c'est compliqué, le sujet de l'alcool pour beaucoup de personnes. Donc, en fait, quand toi, t'es dans une démarche de te dire « écoute, moi, j'ai décidé de réduire ou d'arrêter », ou tu ne bois pas justement cette soirée-là, ça va indirectement venir questionner l'autre personne sur sa propre consommation d'alcool. Tout à fait. Tu vois, donc potentiellement, en fait, quand on dit « Oh, t'es chiante », c'est un pic que la personne, elle t'envoie. Enfin, c'est pas encourageant, c'est un pic. Donc, si tu veux, c'est parce que la personne, elle a pas forcément envie de s'y confronter. Donc, je pense que plutôt, il faut mettre ça à distance. Et il y a, en fait, à partir du moment où tu te justifies, l'histoire est déjà terminée, tu vois ce que je veux dire ? C'est quand toi, tu sais, et que tu as un vrai pourquoi tu le fais, ce que tu as envie de faire, la personne en face, elle va forcément, si tu veux...
soit tu vas l'inspirer, soit elle va finir par s'interroger. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui se sont interrogées autour de moi, parce que moi, j'ai arrêté de boire de l'alcool, mais j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui buvaient plus que moi. Donc ça vient interroger. Et très souvent, on m'a dit « Oh, Lorraine, t'es excessive, t'as jamais été alcoolique. » Mais les gars, c'est pas parce que t'es alcoolique que t'as besoin forcément... Enfin, c'est pas parce que t'es pas alcoolique que tu ne veux pas arrêter l'alcool. Oui, tout à fait. Donc tu vois, c'est un sujet qui va venir taper pas mal de monde. Non, j'avais juste envie de rajouter un truc, mais tu vois, par exemple, les recommandations. Enfin, moi, je suis retombée là-dessus il y a une semaine, et en fait, je suis assez hallucinée. Santé publique France recommande, alors c'est pas recommande, comment dire, ce serait plutôt... Préconise de ne pas dépasser. Ouais, oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire, tu Ouais, l'interprètes quand même, mais bon, en gros, Ouais. c'est 2 verres par jour maximum, pas tous les jours, et jusqu'à 10 verres par semaine, pour limiter les dangers sur la santé. Je trouve ça hallucinant. C'est énorme. Non, mais on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une dose d'alcool qui est sans risque pour la santé. On le sait. Si tu veux, quand tu as des experts de santé, tu te dis, en fait, pour limiter les dangers, bah, ce serait 0 à la limite. Ou, je sais pas, dire, allez, on va être sympa, 1 verre par semaine. Quand tu es à 10 verres par semaine, déjà, si tu veux, tu te dis, du coup, on est quoi, à 40 verres par mois ? Ouais, c'est énorme. Et moi, je trouve ça hallucinant, en fait, qu'en France, on tient encore ce discours. Ouais, après, je pense que les lobbies, malheureusement, de l'industrie de l'alcool en France sont très forts. Et donc, du coup, ça joue aussi. Mais c'est vrai que la santé devrait venir en premier. La santé devrait venir en premier. Et surtout, si tu veux, je pense que ça doit rassurer aussi pas mal de personnes, tu vois. Quand des personnes se disent « Ah, bah finalement, ça va, je bois pas 2 verres par jour, mais par contre, je vais me faire 8 ou 10 verres, tu vois, le samedi. » Enfin, sur un sujet de santé globale comme ça, aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quand même hallucinant. Qu'on dise encore 2 verres par jour et pas tous les jours. Moi, je trouve ça... Ah, c'est fou, ouais. Ouais, je trouve ça même choquant, tu vois. Merci, Lorraine. Merci, Lissane. C'est trop cool.